L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Il faut que tout change pour que tout change, sauf nous. Telle pourrait être la devise des progressistes de tout poil qui ont sonné la charge contre le tract concocté par l'équipe de Laurent Wauquiez, appelant les électeurs à se mobiliser pour que la France reste la France. Cette profession de foi conservatrice aurait suffi à déchaîner les grandes âmes qui aiment d'autant plus voir le monde changer qu'elles observent ce changement, tranquillement abrité par d'invisibles frontières culturelles. Quant au populo qui, lui, aimerait de vraies frontières, il est assigné au rôle de représentant d'une France déplorable et moisie, dont il faudrait au contraire hâter la disparition. On peut juger que l'énumération des maladies françaises, de la fiscalité à l'immigration incontrôlée, est inutilement anxiogène, comme l'a dit Virginie Calmels, voire un brin démagogique. Il est peut-être excessif d'affirmer que la France n'est jamais allée aussi mal que sous Emmanuel Macron, mais plutôt que de nuancer le constat ou de questionner sa pertinence, on s'est employé à le disqualifier avec un seul argument, sa ressemblance avec le programme de l'ex-Front National, d'où un défilé de membres de LR jurant qu'ils ne mangeraient jamais de ce pain-là. À croire que l'on veut, cher Alain Finkielkraut, faire cadeau du réel au parti de Marine Le Pen, pour reprendre votre expression. Et je vous demanderai donc s'il est scandaleux de souhaiter que la France reste la France. Et comme un tract ne fait pas une pensée, vous nous direz certainement d'abord ce que signifie cette formule. Nous parlerons ensuite de la loi des lois d'ailleurs, sur la manipulation de l'information, c'est-à-dire les lois appelées fake news qui font l'unanimité des commentateurs et des médias de causeurs aux Inrocks contre elle. Mais donc commençons par l'affaire de ce tract qui est distribué en ce moment même sur les marchés de France et qui reprend, dit-on, le code et le vocabulaire du Rassemblement national. Alain Finkielkraut. Alors, les autorités morales de notre temps, ceux dont la parole compte, dans les médias, dans le monde politique et à l'université, ne savent plus faire la différence entre pour que la France reste la France et la France aux Français. Ces deux expressions, pour eux, sentent le moisi. Or, elles n'ont pas du tout la même signification et cette extension du domaine de la moisissure est à la fois ridicule et inquiétante. Dans un entretien que vous avez eu avec lui et que Causeur a publié le 20 juillet 2010, Renaud Camus a donné de la francité cette définition impeccable. Deux éléments, affirmait-il, créent des Français et peuvent en créer encore. L'héritage, la naissance, l'ethnie, les ancêtres, l'appartenance héréditaire et le désir, la volonté, l'élection particulière, l'amour d'une culture, d'une civilisation, d'une langue, d'une littérature, des mœurs, des paysages. Il ajoutait: on peut certes être français par la culture, par Montaigne, par Proust, par Manet, par la montagne Sainte-Victoire, par le pain, par le vin, par la langue. Encore faut-il les connaître et les aimer, et d'abord les désirer. Fin de citation. Ceux qui, dans la lignée de Maurras, scandent la France aux Français, considèrent qu'on ne peut être français que par la naissance. Ils réservent jalousement la francité aux héritiers. Les autres, quelle que soit leur bonne volonté, sont recalés. Demander que la France reste la France, ce n'est pas du tout la même chose. C'est le souhait émis par tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, se sentent français. Ce souhait, nul ne songeait à le formuler, il n'avait pas sa place dans le discours politique, tant que la France était tranquillement, évidemment, historiquement et naturellement la France. Mais un changement inattendu et brutal a eu lieu. Et là, je voudrais donner quelques exemples. D'accord. Mais j'aurais tout de même une objection à vous faire sur la France aux Français. Alors, bon, on verra alors. Voilà. Mais dans La part du ghetto, livre enquête sur une banlieue parisienne, Manon Kérouille-Brunel évoque le cas d'Alice, une graphiste qui a choisi avec son compagnon d'acheter un appartement dans ce quartier, justement, qu'on annonçait comme un futur Brooklyn
parce qu'une fromagerie, preuve irréfutable de gentrification, venait d'ouvrir de l'autre côté du pont. Et c'était où ça, pardon? Manon, vous ne l'avez pas encore dit, pardon. Non, elle ne donne pas le nom. D'accord. Elle a fait cette enquête et les gens... Mais c'est une ville de banlieue. D'une ville de banlieue, tout près de Paris. D'accord. Les gens qui lui ont répondu ont souhaité justement que cette ville, cette cité ne soit pas nommée. D'accord. Enfin, c'est vraiment... Proximité de Paris, limitrophe. Et la déconvenue d'Alice a été immédiate. Le jour de l'emménagement, raconte-t-elle, on est allé à la boulangerie en bas de chez nous, j'ai demandé un jambon beurre, le mec m'a regardé comme si j'étais une extraterrestre. On n'imagine pas qu'on puisse être si proche de Paris avec un tel décalage. À l'heure où il est question d'inscrire les bistrots parisiens au patrimoine mondial de l'humanité... Ce qui est quand même un peu le triomphe du kitsch. Oui, mais cela étant que le sandwich baguette jambon beurre, l'un de leurs emblèmes, n'a plus sa place au-delà du périphérique. Il contredit et même il offense la culture qui s'y installe. Ce n'est plus un emblème, c'est un blasphème. La même Alice, apprend-on, a dû se plier à l'injonction tacite d'un vestiaire spécial 9-3. Dès qu'elle mettait une jupe, elle se faisait embêter. On lui demandait « C'est combien? Tu me fais un petit truc ?» Elle a donc rangé jupe, rouge à lèvres et décolleté. Ce conformisme, super. Cette intégration à l'envers, c'était le prix de la tranquillité. Alice ne peut pas se mettre seule à une terrasse de café. À la sortie du métro, elle doit se cramponner à son sac à cause des vols à l'arraché. Et dit-elle encore, c'est terrible d'avoir des mecs qui traînent devant l'école, qui crachent et qui s'ennuient. La règle est simple, dit-elle, c'est nous, les étrangers, ici. Donc Alice fait cette expérience troublante, déconcertante et même incroyable, ne plus être chez soi. Alors, et elle n'est pas la seule. La part de non-France ne cesse de croître en France. Alors, il va falloir quand même entrer dans la définition. Qu'est-ce qui est soi, qu'est-ce qui n'est pas soi, et comment le définit-on. Mais juste une toute petite, disons, objection, parce que je me suis senti visée. J'ai publié il y a quelques années un livre avec Malek Bouti. Et ce livre s'appelait La France aux Français, chiche, si vous voulez. Et évidemment, la conception des Français qu'il y développait n'était pas une conception ethnique, blanche, raciale ou tout ce que vous voulez. C'était une conception tout à fait républicaine. Voilà. Oui, mais peut-être. C'était un détournement. Non, d'accord. C'était un détournement. Je vous concède, mais j'ai phrase, voulu me défendre. D'une phrase qui est délibérément xénophobe. Absolument. Puisqu'elle établit une barrière infranchissable entre les Français de souche, donc de naissance, d'extraction, etc., et les autres. Et pour que la France reste la France, cela dit... Oui, mais alors là, quand même, il faut entrer dans la définition, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait dire que... Alors, comment définit-on... Non, attendez. Je vais donner la définition. Oui, vous l'avez donné, mais laissez-moi vous poser une question, néanmoins. Si vous voulez... est-ce que l'on peut dire, après tout, je vais vous donner l'objection de tous les multiculturalistes qui disent, mais enfin, il y a dans notre pays maintenant des millions de musulmans, pourquoi le jambon beurre resterait-il un emblème de la France? C'est pas que le jambon beurre reste... Non, mais... D'abord, c'est une certaine... Il y a le jambon beurre et il y a la mixité. C'est-à-dire la mixité homme-femme et non la mixité sociale ou ethnique. Si on s'attaque à la mixité, ce n'est plus la France. Et si on ne peut plus consommer dans un bistrot un sandwich jambon beurre, alors là, il y a un problème et cela explique ce sentiment étrange, ne plus être chez soi. Et justement... Développé par Gulli dans ses livres sur l'idée que la grande peur, c'est de devenir minoritaire. Ainsi s'impose, pour caractériser notre situation, la phrase d'Edgar Quinet que j'ai déjà citée. Magnifique. Le véritable exil n'est pas d'être arraché à son pays, c'est d'y vivre et de ne plus rien trouver de ce qui le faisait aimer. Cet exil est un problème et même un scandale. Voilà pourquoi la volonté d'y mettre fin et le souci que la France reste la France devrait être partagé par toutes les formations politiques de ce pays. Au lieu de cela, et là je continuerai ma réponse à votre question, ce souci est criminalisé, on y voit la frappe de l'extrême droite et on lui oppose toutes sortes d'arguments contradictoires. Premier argument, la France, ce ne sont
la France ne se définit pas par des mœurs, mais par des valeurs. Ce n'est pas une identité, c'est une idée, la belle idée des droits de l'homme. Il lui incombe donc de mettre en pratique cette idée en accomplissant le devoir d'hospitalité. Donc, si elle restreint l'immigration, que la France cesse d'être la France. Mais à ce moment-là, on peut dire que la France, c'est la Suède aussi, oui, ou la Hollande, ou l'Espagne. C'est le premier argument. Voilà. Nous sommes des valeurs, nous avons inventé le droit de l'homme. Deuxième argument, contradictoire, l'insécurité est un fantasme, le nombre d'étrangers est stable dans notre pays, il n'y a pas de non-France en France. Troisième argument, illustré notamment par le film Intouchable, c'est la nouvelle France qui va régénérer l'ancienne. Les nouveaux arrivants vont régénérer notre pays. La transformation d'une vieille nation paralysée en société multiethnique est ce qui peut lui arriver de mieux. Multiethnique, elle l'est déjà. Oui, c'est en société multiculturelle. Multiculturelle, c'est voilà. D'ailleurs intouchable. Voilà. C'est-à-dire non plus la musique classique, gardée, etc., mais le rap et le hip-hop des... La nouvelle France dont Léonore Amiano, si vous voulez, nous a menacés avec force. Aucun de ces arguments n'est convaincant. Le nouveau monde qui s'annonce est féroce. Il revient donc à la politique de préserver l'ancien et de faire en sorte qu'il reste quelque chose de la civilisation, des mœurs, de l'héritage français, pour que la France puisse encore susciter du désir. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La France, qui était un phare, est devenue un repoussoir pour les pays d'Europe centrale. Ne pas devenir Marseille, c'est l'objectif affiché par la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie et maintenant la Slovénie, qu'on voit évoluer avec inquiétude vers des régimes de démocratie illibérale. Mais oui, mais justement, avant que vous passiez à ces pays, quand même un mot, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, dans le climat assez tendu, un danger à focaliser le débat sur la question migratoire? Est-ce qu'on est capable d'abord... Parce que, si vous voulez, même la façon, c'est vrai que le tract est quand même assez... Dans la description de la France, dans ce tract, je ne parle pas de la phrase pour que la France reste la France, c'est tout de même assez sombre. Et est-ce que c'est pas aussi, si vous voulez, nous encourager dans ce qu'on n'a pas de mieux? Non, mais je pense que la focalisation sur la question migratoire s'impose dès lors, effectivement, qu'on voit progresser la non-France en France. Mais encore une fois, cela n'a de sens que si on se tient à cette définition de la France par l'héritage et par le désir. Donc, si on l'abandonne, voilà. Là, effectivement, on cède à nos pulsions les plus dangereuses, les plus élémentaires. D'accord, donc quand vous dites cette conception, c'est une conception où tout le monde avec ce désir peut devenir, en quelque sorte, oui. Tout le monde peut devenir français. S'il a ce désir, bien sûr. Voilà. Comme vous qui n'avez pas mangé de jambon beurre dans votre enfance. Ce que je mangeais, c'est-à-dire que j'aimais pas le beurre, mais des baguettes, jambon, cornichon, c'est avec un très long sandwich que ma mère m'accueillait à la sortie du lycée ou du collège. Je rentrais d'Henri IV, j'étais demi-pensionnaire. Je ne mangeais pas à la cantine ou je ne mangeais pas le plat de résistance parce que j'étais déjà difficile en tant qu'enfant unique. Et donc j'arrivais... Quel enquiquineur. J'arrivais affamé et j'étais attendu par ce sandwich. Et ma mère, qui vient de Pologne, a toujours eu une passion, une véritable passion pour la baguette. Elle n'en revenait pas de la baguette. Bon, je termine là-dessus. La France, qui était un phare, devient un repoussoir pour les pays d'Europe centrale. J'ai expliqué pourquoi. Mais par-delà cette opposition géographique entre l'Ouest et l'Est, deux options, deux sensibilités se font jour et se font face dans toute l'Europe. Il y a ceux pour qui la souveraineté populaire est le bien suprême, et ceux qui militent pour la défense et l'extension des droits de l'homme. Sous le même nom de démocratie, les uns veulent assurer la sauvegarde de la communauté politique et culturelle, les autres veulent protéger les libertés individuelles. À chaque option, son risque. Faire bon marché des conquêtes du libéralisme dans le premier cas, et on le voit en Pologne et en Hongrie, faire bon marché du peuple dans le second. Voilà, il faut mesurer les risques, mais il faut aller au-delà, si vous voulez, d'une sorte de mépris
pour ces démocraties illibérales au nom de notre supposée supériorité politique, morale et intellectuelle. Oui, surtout que vous venez de démontrer que cette supériorité, disons, repose tout de même sur un oubli et même un certain mépris des classes populaires et de la France périphérique qui, elle, se voit... Oui, il s'agit pas d'ailleurs. C'est pas seulement les classes populaires. Je pense qu'il y a aussi une bourgeoisie, des bourgeois ou pas simplement des bourgeois, même des intellectuels qui voient la France se transformer, se déliter, et qui souffrent de cette évolution. Oui, et d'ailleurs, cela dit, ce qui était assez amusant, c'est que les télés sont allés chercher les gens du Front National pour crier qu'on leur volait effectivement leur fonds de commerce. Voilà. Mais il faudrait étudier justement cette expression, enfin, le succès de ce label extrême droite. Dès que, effectivement, vous avez ce souci, dès que se manifeste dans les urnes le souci d'un peuple de persévérer dans son être, on parle d'extrême droite. Et maintenant, on en parle pour la Slovénie, qui vire à l'extrême droite, et notamment pour le Danemark, parce que le Danemark demande que les réfugiés soient mis dans des centres à l'extérieur des frontières de l'Union européenne. Donc on parle d'extrême droite, et bientôt on va chercher la grande tradition fasciste du Danemark. Et il y a un moment où il faut arrêter avec ça. Oui, on reviendra certainement sur cette question de la propagande, peut-être en faveur justement d'une immigration qui fait bon marché du peuple et de ses opposants. Alors passons donc très vite aux fausses nouvelles, aux fake news. Alors peut-être reviendrez-vous sur la traduction, dont il faudrait interdire la diffusion, notamment en période électorale. Je parle donc des 2 lois contre la manipulation de l'information qui ont été voulues par Emmanuel Macron. On peut même se demander si ce ne sont pas des lois de vengeance personnelle contre certains médias. Et elles n'ont pas été présentées par le gouvernement, mais par des députés. Et elles n'ont pas été, comme prévu, votées vendredi, faute d'accord déjà sur la définition d'une fausse nouvelle. Mais ce qui m'a frappé, Alain Finkielkraut, c'est l'unanimité des commentateurs. Là, pour le coup, tous les médias étaient d'accord, tout le monde, enfin beaucoup de gens disent que c'est orwellien, et donc... Qu'est-ce que le gouvernement veut aller faire dans cette galère? Est-ce que nous devons craindre une restriction de la liberté d'expression? Je n'en suis pas sûr. Je pense que ces lois sont peut-être inutiles. Je ne suis pas sûr qu'elles soient dangereuses. Mais quant à savoir si nous vivons dans un univers orwellien, c'est possible. Mais alors il faut remonter plus haut. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Michel Foucault dressait la liste des procédures d'exclusion, de contrôle, de raréfaction et de délimitation des discours. Mais c'était avant Internet. Sur la toile, toutes ces procédures sont levées. Les discours prolifèrent sans plus aucun contrôle. On a le droit de tout dire, on peut parler de tout dans n'importe quelle circonstance, n'importe qui peut parler de n'importe quoi. Même le vrai n'a plus le pouvoir de faire taire le faux. À l'âge du numérique, toutes les images, on le sait, peuvent être manipulées. On dénonce donc la manipulation quand les images déplaisent et on les manipule pour prouver qu'elles ont été manipulées. Le 11 septembre a inauguré la période où le mensonge prend pour sévir les apparences de la réalité. Et les fausses nouvelles, les fake news pullulent. On se rend compte, à contrario, que ce que Foucault appelait l'ordre du discours, c'est la civilisation même. Et la question qui se pose, par-delà cette loi circonstancielle et celle-ci, sera-t-il possible de civiliser cette zone de non-droit qui est aujourd'hui Internet? Et comment? Et moi, je crois que ce sera d'autant plus difficile que beaucoup de gens vont sur la toile précisément pour échapper aux contraintes de la civilisation. Voilà, ça c'est la première chose. Mais il n'y a pas qu'Internet. Oui, il n'y a pas, parce que tout de même, sur la question d'Internet, après tout le monde est d'accord pour qu'on demande, si vous voulez, aux grandes entreprises du net de retirer les contenus qui sont jugés délirants, diffamatoires. Ouais, ils ont vraiment beaucoup de mal. Et le négationnisme, toutes les formes de négationnisme mais est-ce qu'on peut lutter vont continuer à y prospérer très longtemps. Mais est-ce qu'il faut lutter contre le mensonge par la loi? Contre une fausse information, il faut rétablir du droit
dans une zone de non-droit. Et la loi telle qu'elle est réprime, si vous voulez, la diffusion de fausses informations. Je pense simplement que ce sera difficile. Simplement, j'ajoute, justement, en réponse à ce concert médiatique, qu'il n'y a pas qu'Internet. Dans les médias traditionnels et dans le monde académique, le faux fait des ravages. Un exemple que je tire des dernières années du siècle dernier, le livre écrit par deux éminents... Le niveau monte. Le niveau monte. Le niveau monte. Vous vous rendez compte, à un moment de naufrage total. Et à quelques méritantes exceptions près, la sociologie est devenue, avec ses statistiques, une machine à produire des fake news. Mais ça a existé pendant le stalinisme, ça, oui, si vous voulez, donc c'est pas tout à fait nouveau, oui, tout mais ça. Pendant le stalinisme, c'était en vertu d'un pouvoir totalitaire. Là, c'est l'émanation d'une partie de l'élite intellectuelle ou universitaire, en tout cas de ce pays. Donc, il n'y a pas de plus bel apologue pour notre temps que le comte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur. Quand tous les courtisans s'exclament, comme le costume de l'empereur est splendide, malheur à celui qui ose dire, mais il n'a rien sur lui, mais il n'a rien sur lui. On le traite de tous les noms, et il est même traîné en justice lorsqu'on aborde, par exemple, le sujet de l'islam ou de l'immigration. Et donc, c'est pas simplement la liberté d'expression qui est en cause, c'est la liberté d'information. Et il ne faudrait pas que tous ceux qui disent le roi est nu soient accusés demain de diffuser des fake news. Si on va vers cela, alors ce sera Orwell. Non mais c'est déjà le cas, et en réalité ce débat-là se passe d'abord, pardonnez-moi de vous le dire, d'après Muret, ce n'est pas un roi, c'est un grand-duc. Il appelle ça le coup du grand-duc. Il doit y avoir une discussion sur la traduction. Oui, alors, vous vous tenez à votre empereur. Oui, mais peu importe. Voilà. La deuxième chose, si vous voulez, c'est que ces engueulades-là, ces empoignades-là se déroulent déjà dans le débat public. On s'accuse. Est-ce que finalement, il ne faut pas s'en remettre à la sagacité du public? Non, si vous voulez, mais oui, vous pouvez dire de la sociologie, c'est pas la première fois que vous le dites. Vous pouvez parfaitement dire la sociologie nous dit que l'antisémitisme des banlieues n'existait pas. Vous pouvez lui répondre. Oui, je peux lui répondre. Je dis simplement que je vois se profiler un monde où on accusera justement celui qui dit le roi est nu de diffuser lui-même des Voilà pourquoi ce concept est si difficile à manipuler aujourd'hui. Bien sûr, et je vous répondais, j'avais bien compris, je vous répondais que c'est ce qu'on fait à votre sujet depuis, pour le dire plus clairement, ça fait des années qu'on vous accuse de raconter des mensonges, de ne pas savoir de quoi vous parlez, et si vous voulez, comment dire, le crédit supposé prêté à la science, et aux statistiques, sauf que quand il y a des statistiques comme celle de l'Institut Montaigne, comme celle du CNRS récemment, qui vont dans votre sens, si vous voulez, on préfère expliquer que la méthode n'est pas bonne. Donc c'est pour ça que je vous dis que la loi, à mon avis... Non, mais je suis d'accord, je ne voudrais pas que la loi tourne dans le sens orwellien que j'ai dit. Mais c'est la difficulté du débat de notre temps. Oui. Je persiste à dire que dans une démocratie délibérative digne de ce nom, la distinction des faits et des opinions est respectée. Quand les faits eux-mêmes deviennent des opinions, alors le débat, si vous voulez, prend une très mauvaise tournure. Oui, mais... Et c'est ce qui est en train d'arriver. Il faut habiter le même monde et avoir des perceptions différentes d'un même monde pour que la conversation elle-même prenne sens. Or, voilà la difficulté, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui, et j'en suis mais par exemple, vous êtes d'accord que quand des gens nous disent, et des sociologues nous disent, le djihadisme ou le développement de l'islamisme sont dus à des causes sociales,
C'est une opinion que l'on peut parfaitement discuter, mais qu'on ne peut pas. Il ne s'agit pas de la réfuter. Non, et ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, j'y reviens. Est-ce que tout de même, nous avons déjà un très grand nombre de durcissements de la loi de 1881, qui était une loi très libérale au départ, et donc les délits d'expression sont de plus en plus sévèrement punis. Est-ce que finalement, pardonnez-moi l'expression, est-ce que le droit, disons, de dire des conneries et même d'en penser ne fait pas partie, disons, de la vie démocratique? Est-ce qu'on peut censurer les mensonges? Je ne vais pas défendre cette loi, ma réflexion... Non, mais je suis plus sur la loi. Est-ce qu'on peut censurer le mensonge, en réalité? C'est-à-dire, je ne crois pas, sincèrement, que la désinformation soit un droit de l'homme. Mais je vous rappelle que dans la loi Guesso, on a été chercher une décision des tribunaux de Nuremberg, précisément parce qu'il est impossible d'avoir une définition de la vérité. Oui, et il est impossible d'avoir une définition de la vérité, mais encore une fois, si vous voulez, si on ne s'entend pas sur les vérités factuelles, on ne s'entend sur rien, et la société devient un asile de fous. Internet, c'est un asile de fous, c'est-à-dire ce sont des psychotiques. Alors il y a des gens qui pensent, qui voient les choses ainsi, d'autres qui les voient de manière différente. Rien, les discours ne peuvent plus se croiser. On ne veut pas que le monde commun se transforme en asile de fous. Il faut que le monde commun soit un monde. Alors je ne dis pas que la question doit être réglée par la loi. Je m'inquiète de cette évolution vers une désinformation à la portée de tous, une démocratisation de la désinformation. Vous avez tout à fait raison. Vous vouliez citer un excellent journal. Je ne voudrais pas vous en dissuader. Non, parce que parmi les exemples, si vous voulez, de gens qui sont traînés en justice parce que ils apportent une information qu'on ne veut pas entendre, il y a bien sûr Georges Bensoussan. Georges Bensoussan qui a été jugé en première instance. Le jugement en première instance l'a relaxé. Confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel, et vous avez fait avec lui un très bel entretien dans Causeur. Mais je pense que lui, il va trop loin dans le pessimisme. C'est ça qui m'a un peu gêné. Vous lui demandez si un jour il quittera la France. Il dit: je l'ignore, je sais seulement que ce procès, gagné une seconde fois en appel, a sonné pour moi le divorce avec la France qui était mienne par sa langue, son histoire et ses héros, par sa littérature et ses monuments aux morts comme par ses paysages. Je comprends l'exil volontaire de Bernanos en 38. À un certain stade de veulerie, la tentation de l'exil s'offre comme un salut. Là, je ne crois pas, si vous voulez, parce que nous vivons un moment extraordinairement difficile, mais il faut prendre acte de ces deux jugements. Le premier a été magnifiquement rédigé, il lui donnait tout à fait raison. Donc la justice française a résisté à la désinformation que l'on voulait faire prendre pour la vérité. Il faut en tenir compte, et il faut aussi savoir dire merci. Georges Bensoussan a tout à fait raison de s'en prendre à la veulerie des instances communautaires, et notamment du mémorial, qu'il a lâché, qu'il n'a pas reconduit son contrat, et c'est très très dommage, c'est même tout à fait scandaleux. Mais quant à la justice, là encore, là au moins, elle s'est montrée à la hauteur de la situation. Il faut s'en féliciter. Alors, eh bien, merci, cher Alain Finkielkraut. Ça doit bien être la deuxième ou troisième fois de cette saison que vous nous gratifiez d'une conclusion optimiste. Voilà, je vous en remercie. Nous ne serons pas là la semaine prochaine pour cause de grands travaux à RCJ, mais bien sûr, on pourra vous lire dans Causeur que vous avez eu l'amabilité de citer. Et en attendant de vous retrouver, je l'espère, le 24 juin, sauf obligation pour vous, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Donc, bonne semaine à vous, cher Alain, à vous tous, chers auditeurs. Les passagers à destination de Tel Aviv sont